la reconnaissance dans les conditions dans lesquelles les dirigeants européens ils sont en train de le faire aujourd'hui, à mon avis, c'est pour sauver la peau d'Israël. Avant Oslo, il y avait 100 000 colons en Cisjordanie. Aujourd'hui, on est à 800 000 colons. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire que c'est les grands hommes qui changent l'histoire. Si on veut respecter le droit des Palestiniens à avoir un État, il n'y a pas de conditions à avoir. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord et... Moi, l'occupant israélien m'a proposé de sortir 15 ans du pays ou rester 7 ans en prison. Mais là, c'est pas un conflit, c'est une colonisation. Bienvenue chez Facto, Studio Facto, ici live depuis Manifesta. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui portent des idées capables de faire basculer le monde. Moi, c'est Nawras, la présentatrice. Je vous accueille avec 2 invités. Mais avant qu'on commence, je voudrais vous dire de abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour Nabil Boukili, Salah Hamouri. Nabil, tu es député dans le Parlement fédéral pour le PTB. Et Salah Hamouri, tu es avocat franco-palestinien et tu étais un prisonnier politique en Palestine pendant 10 ans. On va vous apprendre à connaître et on va apprendre plus sur la Palestine et plus particulièrement sur le Cisjordanie aujourd'hui. Enchanté, Salah, Nabil, bienvenue à Manifesta. Je suis ravie d'être là avec vous. Salah, j'ai préparé ce débat et j'ai lu ton livre, Prisonnier de Jérusalem. Franchement, ça m'a touchée. Ta mère est française, ton père est palestinien, t'as grandi à Jérusalem, t'as étudié la sociologie et le droit. Imagine Facto devrait écrire une biographie sur toi. Quels détails est-ce qu'on pourrait absolument pas laisser de côté? Biographie, c'est un peu tôt quand même. Je suis encore jeune pour une biographie, mais il y a beaucoup de moments dans la vie où ils sont impressionnants. Moi, je pense qu'il y a une discussion entre moi et moi en prison en 2008. C'était le moment où l'occupant israélien m'a proposé de sortir 15 ans du pays ou rester 7 ans en prison. C'était ce moment-là où j'ai pris décision que je ne veux pas profiter de mon passeport français et je ne veux pas quitter mon pays. Je resterai 7 ans en prison et je ne quitterai pas la Palestine pour 15 ans. C'était vraiment une discussion profonde entre moi-même qui a abouti à une décision qui a beaucoup impacté, influencé ma vie. Ok, c'est noté pour la biographie. Nabil, tu es député à la Chambre pour le PTB. On te connaît assez bien avec tes intervenants sur la Palestine au Parlement. Il y a un génocide en cours et vous ne prenez aucune mesure concrète contre ce génocide. Est-ce que vous vous connaissez déjà un peu? Oui. Oui, on se connaît depuis longtemps. Ça va depuis pas longtemps. Comment ça se fait? On a déjà aussi participé à des débats ensemble. Voilà, et quand on est militant pour la cause palestinienne, je pense qu'on ne peut pas rater nos chemins. Ouais. On se croise forcément. C'est ça. Trop bien. J'ai une dernière question avant qu'on passe au débat. À quel moment avez-vous eu envie de vous engager? Le moment où une graine a été plantée et vous a poussé à vous engager? La question palestinienne, j'ai grandi avec. Donc, il y avait toujours un attachement à la Palestine assez particulier. Mais le déclic, vraiment, c'était l'intifada 2000-2001. Et là, moi, j'étais au lycée à l'époque. C'était au Maroc, j'ai fait mes études secondaires en Maroc. J'ai grandi là-bas d'ailleurs. C'est là-bas que j'ai commencé mon militantisme pour la Palestine. Et en fait, la deuxième intifada, on avait organisé avec des camarades de classe un moment de recueil pour les victimes palestiniennes et qui s'est transformé en fait en grève du lycée qui a duré 3 jours. Et d'autres lycées nous ont rejoints. Donc ça a créé tout un mouvement. Et c'était le point de départ. Et depuis, j'ai pas quitté la lutte pour la libération de la Palestine. Donc c'était ça le déclic à l'époque. Merci. Salah, pour toi? Les choses en Palestine, ils sont un peu différentes, tu vois, parce que toi, tu ouvres les yeux, à ta naissance, il y a l'occupant qui est là. Alors, il n'y a pas vraiment un moment de clic, tu vois, c'est plutôt des moments, on peut le dire un clic, mais vu comme tu le vis. Moi, le truc qui a vraiment m'a beaucoup révolté, bon, c'était, on a une famille un peu engagée, mais moi, perso, c'était le déclenchement de la grève de faim des prisonniers politiques en 1996. J'avais 11 ans, 12 ans, et c'est parti en une petite intifada de 2 semaines, où c'est là la question des prisonniers, à cet âge, 10, 11 ans, ça arrive, des martyrs et accompagnés, et de là, c'est parti. Ok, merci beaucoup.
Donc aujourd'hui, face au génocide en cours à Gaza, les dirigeants occidentaux ne peuvent plus continuer à soutenir Israël sans condition. La pression monte et de plus en plus de gens exigent que leur gouvernement prenne des sanctions contre Israël. Et quelque chose est en train de bouger. Le débat sur la reconnaissance d'un État palestinien est plus que jamais vraiment dans l'actualité. Mais est-ce que cette reconnaissance peut vraiment mettre un fin au génocide? Je vais vous poser 4 thèses et puis vous devez montrer si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Ok, parfait. La première thèse, il y a une guerre à Gaza, mais pas en Cisjordanie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord tous les deux. Il y a quelqu'un qui veut commencer? Vas-y. La Cisjordanie, ça a longtemps commencé avant le 7 octobre en fait. Les gens ils se souviennent pas trop parce que les médias en France ou en Europe parlaient pas trop. Mais l'invasion des camps des réfugiés en Cisjordanie, il a commencé vraiment longtemps avant le 7 octobre. En fait, la Cisjordanie, depuis sa réoccupation par l'occupant israélien en 2002, les Israéliens ils sont jamais ressortis des territoires. Ils ont tout occupé et ils sont restés. La colonisation en Cisjordanie n'a jamais arrêté depuis les accords d'Oslo. Que je dis que c'est une connerie politique. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens les accords d'Oslo, c'est quoi Les accords exactement? d'Oslo, c'est un processus, on va dire, de paix. Les Européens, ils étaient garants pour un futur État palestinien il y a 30 ans. C'est une partie des Palestiniens qui ont reconnu l'État d'Israël sous condition que, voilà, on peut donner un État dans 7 ans. C'était 7 ans le délai d'Oslo, mais malheureusement, c'était totalement détourné pour qu'on arrive ici. Du coup, la Cisjordanie, et je pense que l'accélération après le 7 octobre s'est multipliée en Cisjordanie. Déjà, on a le nord de la Cisjordanie, les camps totalement rasés, les camps de réfugiés de Jenin, Tul-Karem, des camps à Ranaplouz, totalement rasés. Aujourd'hui, il y a la question des portails qui se pose. Aujourd'hui, il n'y a pas un village palestinien où il n'y a pas un portail qui ferme le village entier. Tu dois sortir à certaines heures, rentrer à certaines heures. Des centaines, des dizaines, des milliers, des arrestations parmi les Palestiniens. Est-ce que les changements après le 7 octobre en Cisjordanie, est-ce que c'est une étape cruciale pour Grand Israël? C'est une accélération qu'on n'a jamais vue. C'est une accélération de la colonisation, de la destruction, le plan d'annexion qui vient de le dire là. Et ça commence à se traduire dans les faits avec le projet Iwan. C'est un projet colonial de colonisation entre le nord et le sud de la Cisjordanie. C'est une grosse colonie qui va séparer le nord du sud et qui va annexer Jérusalem. Comme ça, les Palestiniens de Jérusalem, ils vont devenir minoritaires. Du coup, si, la violence des colons, la question de l'armée des colons, le génocide continue aussi en Cisjordanie. Nabil, tu étais aussi pas d'accord? Oui, parce que on a toujours l'impression qu'une guerre, c'est quand elle est médiatisée, quand on voit des bombes tomber, mais la guerre contre la Cisjordanie, elle est là depuis des années, et c'est une guerre coloniale. Et en fait, la colonisation est considérée comme un crime contre l'humanité. Donc la Cisjordanie est toujours en guerre bien avant le 7 octobre. Peut-être que ça a été un peu masqué, je pense, masqué par les événements de 7 octobre et ce qui a suivi, les massacres qui se déroulent à Gaza. Mais ça a permis aussi à Israël de détourner le regard de la Cisjordanie pour, comme l'a dit Salah, accélérer en fait la colonisation. Même avant, les années qui ont précédé le 7 octobre, quelques années avant, et les quelques mois avant, il y avait déjà une intensification en fait de la colonisation en Cisjordanie et notamment en Jérusalem-Est. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais intervenu d'ailleurs au Parlement avant le 7 octobre sur les expulsions de Sheikh Jarrah, où on a expulsé les gens des quartiers Sheikh Jarrah pour mettre des colons à la place. Donc ça, c'est une guerre en fait contre le peuple palestinien qui se déroule depuis des années. Mais le problème, et je pense que le malheur en fait de cette guerre, c'est qu'elle a été presque normalisée. C'est comme si c'était normal de voir un quotidien des Palestiniens souffrir de la colonisation, vivre pratiquement en guerre civile avec les colons qui sont armés et qui les attaquent à tout bout de champ. Il fallait pas attendre le 7 octobre pour aller voir en Cisjordanie qu'on va enlever des oliviers centenaires pour expulser les agriculteurs de leurs terres et les reprendre et mettre des colons à la place. Donc oui, il y a une guerre en Cisjordanie depuis bien
bien longtemps et de bien avant le 7 octobre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demandait déjà des sanctions contre Israël déjà à l'époque. C'était pas juste par la haine d'Israël, mais parce qu'il y avait une guerre et il y avait des crimes de guerre commis déjà à l'époque. Pourquoi, selon vous, ce qui se passe en Cisjordanie est pas connu dans le grand public alors? Ça fait partie de la domination occidentale qui veut pas montrer la vérité. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti dans le BBC, je pense, un sondage sur comment les grands médias traitent la question de Gaza. C'est pas encore la Cisjordanie. Et le sondage, c'était un mec, israélien tué, on en parle 33 fois dans le média. Un tué palestinien, on en parle une fois, au max 2 fois. 33 fois plus, alors que c'est un génocide, on connaît que c'est un génocide. La Cisjordanie, on n'en parle pas parce que ça fait partie de la complicité aussi, ça fait partie de la complicité des États. C'est aussi l'Europe, elle est dans une situation où l'Union européenne, c'est le premier partenaire économique d'Israël. Donc si on va mettre la lumière sur ce qui se passe en Cisjordanie, après on va devoir justifier pourquoi on continue à commercer de manière privilégiée avec Israël et faire de l'Union européenne son premier partenaire économique et commercial. Normalement, la population, et on le voit aujourd'hui dans la mobilisation contre le génocide, une fois que les gens voient de l'injustice, ils se mobilisent contre cette injustice. Donc s'ils voient ce qui se passe en Cisjordanie, s'il y a une divulgation de ça, il y aura des mobilisations pour demander des sanctions contre Israël. Mais pour éviter ça, donc on fait comme si c'était normal ce qui se passait là-bas, ou bien on n'en parle pas. On dit toujours que c'est un conflit, le conflit israélo-palestinien. Mais un conflit, ça veut dire qu'il y a 2 parties égales, 2 armées, 2 États qui sont en confrontation et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais là, c'est pas un conflit, c'est une colonisation, c'est un État ultra armé contre un peuple désarmé. On n'appelle pas ça un conflit. C'est aussi pour pouvoir maintenir ces relations privilégiées avec Israël qu'on évite le débat sur la colonisation. Ok, on va passer à la deuxième thèse. Merci beaucoup en tout cas. Donc, thèse 2. Pour libérer la Palestine, le droit international est un moyen important. D'accord ou pas d'accord? Vous êtes tous les deux d'accord. Salah? La question, on peut pas dire non, parce que... Et du coup, quand on parle du droit international, là je veux provoquer, mais c'est aussi avec le droit international qu'ils ont créé l'État d'Israël. Tu vois, comment ça? C'est avec le droit international qu'ils ont créé l'État d'Israël. C'est une décision des Nations Unies. Ils ont voté, ils ont dit que voilà, maintenant Israël c'est un État dans la région normale. De l'Union soviétique jusqu'à les États-Unis, ils étaient tous d'accord de la création et c'est venu au nom de l'autodétermination et c'est venu au nom du droit international. Tu vois, c'est aussi ce côté-là. Quand on parle pour moi du côté de la Palestine, de droit international, aujourd'hui, je le vois comme outils de combat qu'il faut s'en servir. Mais aujourd'hui, la problématique du droit international, il est applicable que par l'effort. C'est pas un endroit, le droit international n'est pas appliqué partout pareil. Il n'est pas appliqué partout pareil. C'est les grandes forces qui jouent politiquement les choses et qui tournent le droit international comme ils veulent. La preuve, tu as l'Ukraine et tu as la Palestine. Aujourd'hui, tu parles de 2 sujets. Tu vois, la Russie, c'est pas que Poutine. Les athlètes, les sports, les trucs. Il y a tout le monde qui était attaqué. Tout le monde était isolé. L'État entier était isolé. Et la population aussi. Tu parles de Gaza. Aujourd'hui, moi en France, 4500 colons franco-israéliens qui ont participé au génocide en cours. Maintenant, ils sont en train de rentrer à Paris. Non pas, ils ne sont même pas sanctionnés. L'État français leur permet à des génocidaires d'organiser des réunions publiques pour parler de leur expérience à Gaza. Tu vois les 2 poids, les 2 mesures. Tu vois, alors que les Palestiniens, nous, on était réprimés 3 semaines, interdits même de manifester pour la Palestine. Du coup, le droit international, à mon avis, aujourd'hui, il lui faut un rapport de force. Sans un rapport de force, le respect du droit international des grandes forces, et surtout les États-Unis, ne va pas être accepté. Si on imagine aujourd'hui, il y a une décision de Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu. Il était voté il y a 1 an, presque. Un an et plus.
13 mois. Il y a le Conseil de sécurité et les États-Unis n'ont pas imposé un veto pour la première fois de ce génocide. Et même la décision du Conseil de sécurité, elle n'était pas respectée. Israël possède de 250 bombes nucléaires. 250, elle est capable de détruire le monde entier. 250 bombes nucléaires, on n'en parle pas. Les Iraniens, le projet, il a à peine démarré, il ne possède même pas d'une bombe nucléaire, alors qu'on a vu ce qui s'est passé, l'embargo et accompagné la guerre. Alors je te dis, le droit international ne sera pas respecté tant qu'il est appliqué que sur les faibles. Et pour aller dans la même lignée, en fait, le droit international, il a été créé après les événements de la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite par les pays dominants, en fait, et les pays occidentaux qui sont, quand on voit d'ailleurs même les 5 pays permanents du Conseil de sécurité, c'est la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne. C'est comme si l'Afrique n'existe pas, l'Amérique latine n'existe pas, donc on parle de la communauté internationale quand on parle du droit international. Donc il y a un côté où on a mis ce droit international et il a souvent été utilisé pour réprimer les pays du Sud. Donc on l'a utilisé pour mettre des sanctions contre différents pays qui ne rentraient pas dans, dans la logique impérialiste occidentale. Mais le droit international devient intéressant quand ces mêmes règles qui sont posées par ces pays dominants ou qui étaient dominants dans le monde se retournent contre eux. Là, ça démontre un peu aussi l'hypocrisie du monde occidental vis-à-vis du droit international et le fait qu'il l'utilise à géométrie variable. On a parlé de la Russie. Il y a, je sais pas, 17 je crois, ou 18e paquet de sanctions contre la Russie, alors qu'Israël, il y a un Premier ministre il a contre lui un mandat d'arrêt, il y a un génocide en cours reconnu par les différentes institutions, par l'ONU, par les ONG, par des ONG israéliennes qui parlent de génocide. Et donc, on a tous ces aspects-là et il y a zéro sanction sérieuse contre Israël. Parce qu'on a parlé des sanctions sur les colons violents, mais ça, c'est la stricte normalité. Ce n'est pas une sanction contre un État génocidaire. Ou les produits issus des colonies, ça, c'est des revendications qui existent bien avant le 7 octobre parce que c'était lié à la colonisation dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce droit international n'est pas respecté, mais il ne peut être respecté que par un rapport de force et par une mobilisation. En fait, c'est les peuples qui changent l'histoire. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire que c'est les grands hommes qui changent l'histoire. C'est toujours les peuples qui changent l'histoire. Et si on veut que les règles du droit international soient respectées au même titre pour tous, il faut créer le rapport de force pour obliger au fait les puissants à s'incliner devant cette mobilisation. Donc nous, on utilise le moyen le droit international comme moyen pour démontrer l'hypocrisie, le deux poids deux mesures, et démontrer en fait les violations, parce qu'Israël, elle a des dizaines et des dizaines de résolutions qui la condamnent pour la colonisation, pour des crimes et ainsi de suite. Mais en même temps, ça doit s'accompagner par des mobilisations et par un rapport de force dans la société, dans la rue, avec les ONG, essayer de rassembler un maximum et d'élargir au maximum avec des syndicats et ainsi de suite. Ce n'est que comme ça qu'on fait pression sur les États pour les obliger à respecter le droit international. Il ne faut pas s'attendre, ce n'est pas parce qu'il y a une règle qui existe que les États qui sont eux-mêmes coupables de plein de crimes dans le monde. Je rappelle que ceux qui sont censés faire respecter le droit international, les États-Unis, la Grande-Bretagne et compagnie, ceux qui ont envahi l'Irak et ils ont tué 1 million de personnes, ceux qui ont envahi l'Afghanistan, la Libye, la guerre du Vietnam, et on peut en citer. Les États-Unis, ils sont intervenus dans 130 pays, où ils ont fait 130 interventions au niveau international. Donc, ils ont 800 bases militaires dans le monde. 800 bases militaires dans le monde. Ça serait un peu naïf de croire que la solution va venir des bourreaux, de ceux qui ont créé les problèmes. Donc on doit se mobiliser, nous, pour faire respecter le droit international en l'utilisant comme moyen de pression. C'est bien dit. Merci beaucoup. On va passer à la troisième thèse. Il faut reconnaître un État palestinien précisément sur les frontières du 1967. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord et... Moyen. En fait, je pense qu'il faut clarifier. Moi, je ne suis pas d'accord de dire aux Palestiniens de quel territoire ils doivent avoir. Je pense que le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination et je pense que c'est aux Palestiniens de décider
de leur avenir. C'est pas moi ici, Nabil de l'Europe, qui va dire aux Palestiniens si vous voulez votre indépendance, si vous voulez votre État, il faut respecter telle ou telle condition. Non, si on veut respecter le droit des Palestiniens à avoir un État, il n'y a pas de condition à avoir. Soit ils ont le droit d'avoir un État, soit ils n'ont pas le droit. Moi, je pense qu'ils ont le droit. Et aujourd'hui, je pense que le monde entier pense que les Palestiniens ont le droit à un État. Et ça doit être de manière inconditionnelle parce que c'est un droit. Et il est inscrit dans le droit international, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le droit international garantit au peuple palestinien d'avoir son propre État. Moi, ce que je dois défendre, et c'est ce que je défends ici, c'est le droit au peuple palestinien d'avoir cet État, mais ce n'est pas à moi de discuter des modalités de cet État. Ça, c'est au peuple palestinien de le faire. Donc voilà, c'était juste pour clarifier l'aspect. Et donc, c'est pas à moi de décider pour le peuple palestinien, mais Salah, lui, il peut... Moi, j'étais aller clair plus loin. avec un gros... Mais tu peux nous expliquer ce que représentent exactement les frontières de la Palestine en 1967? Alors, la Palestine était occupée sur deux parties, 67 et 48. 48, la majorité de la Palestine était occupée. Et la deuxième partie, 67, ça avait plus ou moins 22, 23, 24% de la Palestine entière. Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est ça l'État qu'ils veulent. Surtout aujourd'hui dans le contexte. Déjà, les Israéliens, ils ont fini la solution de deux États. Ils l'ont fini. Dans le pratique, sur place, il n'y a plus de moyens. Avant Oslo, il y avait 100 000 colons en Cisjordanie. Aujourd'hui, on est à 800 000 colons en Cisjordanie. Il n'y avait pas le mur. Il n'y avait pas toute la question de Jérusalem, comment ils l'ont colonisé, le mur, la séparation. Il n'y avait pas tout ça. Maintenant, tout ça, c'est sur place. Et va me faire croire ou imaginer quel dirigeant israélien va venir aujourd'hui pour décoloniser la Cisjordanie, Jérusalem, retirer les colons, décider le droit du retour au peuple palestinien, parce que c'est un droit qui est reconnu, la décision 194 de Nations Unies. C'est un droit sacré. Les Palestiniens ont ce droit de retourner chez eux. Et le troisième aspect, c'est le contexte actuel. Ça fait 2 ans qu'on est en génocide en cours. L'image d'Israël n'était jamais pire qu'aujourd'hui. Jamais. Les Israéliens, ils étaient toujours fiers de se balader avec leur drapeau, avec leurs symboles, avec le je sais pas quoi. Aujourd'hui, ils se cachent parce qu'ils ont peur. Quand on voit que la Grèce, le ministère des Affaires stratégiques israélien, a nommé la Grèce comme un endroit danger. Pour les Israéliens, il ne faut pas aller passer des vacances. Ça, avant, tu ne voyais pas ça. Les Israéliens, ils étaient les touristes supérieurs, même s'ils étaient détestés, mais ils étaient les supérieurs dans les États. Si la reconnaissance aujourd'hui ne conduit pas à l'isolation totale de l'État d'Israël, ça veut dire un embargo militaire, un embargo économique, une isolation totale de l'État d'Israël, ça vaut même pas la peine de le reconnaître. Et Macron et l'Union européenne, ils ont fait des conditions pour la reconnaissance de l'État palestinien. Un État non armé, un État où son économie est liée totalement aux Israéliens. Mais surtout, la deuxième condition que ça montre, c'est quoi la volonté derrière? Que les Palestiniens qui ne reconnaissent pas Israël n'ont pas le droit de participer aux élections dans leur propre pays la prochaine fois. C'est quoi cet État? Ça, c'est un État. Mais moi, à mon avis, je pense, la reconnaissance dans les conditions dans lesquelles les dirigeants européens ils sont en train de le faire aujourd'hui, à mon avis, c'est pour sauver la peau d'Israël. Aujourd'hui, il y a des décisions qu'on n'a jamais pu imaginer de la CGI, des cours internationales de justice, qui a mis Netanyahou et Galante et accompagné comme criminels de guerre, des génocidaires. On n'a jamais imaginé une décision comme ça, et ça va continuer. À mon avis, ils veulent détourner toute la mobilisation qu'il y a eu depuis des années. Ils veulent détourner les décisions de Cour internationale de justice et dire voilà, on a reconnu, maintenant tout le monde se calme. Bon, le génocide va continuer encore un petit peu, ça va y aller, mais maintenant il y a un État palestinien. C'est ce qui va se passer. Ils vont essayer de faire ça. Mais en vérité, ça va aboutir à intensifier la colonisation, ça va aboutir à intensifier le programme d'expulsion que Netanyahou il prépare pour le peuple palestinien. Il a déclaré, la Grande Israël, c'est pas caché. Les intentions ne sont pas cachées. Le mec, il a dit, oui, je suis là pour la Grande Israël. Ça veut dire coloniser encore ce qui est en train de se passer en Syrie, au Liban. Il y a de l'occupation au Liban. On n'en parle pas qu'il y a des dizaines de kilomètres dans le sud occupé. La Syrie, ils sont à 10 kilomètres de Damas. Alors, je vois pas quel État va
Macron ou ses amis de chef déclarer et qui va l'appliquer. Ben, on va voir après le 22 Je pense qu'il y a deux choses là-dessus, hein, deux éléments si je Très peux. court, s'il te plaît. Désolé, hein, j'étais Non, c'est pas grave. Non, en fait, il y a l'aspect que reconnaître l'État de manière conditionnée, c'est une manière de ne pas le reconnaître, en fait, parce que les conditions qu'on met, ils vont pas être réalisées à court terme. Donc, c'est une manière aussi de éviter la question et surtout, en fait, reconnaître un État palestinien sans sanctionner et sans punir, en fait, l'État d'Israël de la colonisation, parce que l'État d'Israël, même si les pays européens, d'ailleurs, on parle de précurseurs, quand on a eu les débats au Parlement sur l'accord du gouvernement, la majorité a défendu ça comme une décision précurseur. Mais ils ont oublié qu'il y a 150 pays qui ont déjà reconnu l'État de Palestine, donc ils sont vraiment dans le peloton de fin. Mais surtout, si Israël a un projet colonial, qu'elle va continuer, et s'il n'y a pas, si on ne punit pas la politique coloniale israélienne, même si on reconnaît l'État palestinien, ça ne sera pas suffisant. Donc c'est une manière, je pense, pour les États occidentaux de sauver en fait leur image face à la mobilisation mondiale. C'est pas pour sauver les Palestiniens, c'est pour sauver leur image, et parce qu'ils sont contraints de le faire, parce que leur image aujourd'hui comme soutien à l'État d'Israël a été vraiment bien endommagée. Mais voilà, je voulais... Merci beaucoup, Nabil, Salah. C'était vraiment un débat très riche. On a beaucoup appris. On va passer aux questions. Voilà. C'était la dernière thèse. D'accord. Si vous êtes toujours là, c'est que vous cherchez des infos vraiment pertinentes, celles qu'on ne trouve pas dans les médias traditionnels. Alors, j'ai un conseil pour vous. Abonnez-vous à notre compte Facto sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Et maintenant, on va passer aux questions du public. Et Salah, le premier pour toi. Ouais. Salah, je vous ai suivi lors du débat sur la résistance palestinienne dans les prisons. Comment font-ils pour se former politiquement et organiser la résistance en prison? Bah écoute, je vais être rapide. Parce que c'est un long sujet. Les prisonniers, c'est pas notre génération, mais les générations d'avant, ils ont vite compris que le but de l'emprisonnement des Palestiniens, le système carcéral, c'est de briser totalement un résistant, briser l'être humain palestinien, casser sa psychologie, sa mentalité, ses convictions politiques, et le rendre un poids à sa sortie de prison, sur sa famille, sur ses proches, sur la société. Du coup, il y avait une décision politique, à mon avis, des anciennes générations que nous aussi on a repris, c'est de voir comment, non, pour nous, la prison n'arrête pas notre combat, on change de terme, on change de moyens de combat, mais on reste sur le combat contre l'occupant israélien. Du coup, on s'est organisé en prison. C'était pas facile, mais on l'a fait, d'avoir une vie bien organisée, surtout solidaire, collective. On partageait tout. Il y avait des formations, on faisait des formations d'histoire, des formations idéologiques, des formations d'analyse politique. Il y avait, je te dis, moi, comme je le répète toujours, le défi en prison, c'est le défi entre l'être humain et le temps. Qui contrôle qui dans la prison? Est-ce que l'être humain, il arrive à contrôler le temps et du coup le rendre utile pendant ces mois et ces années d'incarcération, ou tu te laisses contrôlé par le temps et là tu vas perdre le combat dans la prison. Alors du coup, nous on a tout fait pour vraiment avoir des programmes éducatifs chargés, des cours, de la lecture, des combats. C'était vraiment un modèle de combat, et c'est surtout pour les jeunes, la jeunesse qui est arrivée à l'âge de 17, 18, 19 ans en prison. On l'a formé, on donnait des cours, les anciens participent. C'était vraiment un truc très très construisant pour les gens qui sont passés par la prison. Merci beaucoup. Puis la dernière question. Comment garder de l'espoir? On dirait que toutes les actions qu'on mène ici ne servent à rien. Je vais répondre à la question, mais dans la continuité de ce qu'on disait, c'est pourquoi il faut garder espoir et pourquoi il faut se battre. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a avancé sur la question palestinienne. Donc si aujourd'hui il y a des mesures qui commencent à être prises, s'il y a Macron qui commence à avoir peur et devoir reconnaître l'État palestinien, même avec des conditions, il ouvre une brèche en fait, qui a par la suite ouvert la porte à d'autres pays de suivre. Si la Belgique aujourd'hui met en place un accord de gouvernement dans lequel ils vont aussi reconnaître l'État palestinien, même si avec des conditions, c'est une brèche. Ils ont pris pour la première fois des sanctions
contre Israël, même si c'est des sanctions qui sont tout à fait insuffisantes et qui ne vont pas aller jusqu'à arrêter le génocide, mais on a ouvert une brèche. Et tout cela, c'était grâce à une mobilisation massive qui a eu lieu dans le monde entier, que ce soit ici en Belgique. On a eu 2 manifestations de plus de 110 000 personnes. Les 2 dernières manifestations sur la Palestine, que ce soit en juin ou juste ici en septembre, c'était 110 000 personnes minimum. Il y a eu des mobilisations dans le monde entier, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Asie. Donc il y a une pression populaire sur les dirigeants. Et aujourd'hui, les dirigeants occidentaux, qui sont en fait à la base, c'est pour ça aussi, pour avoir de l'espoir et se mobiliser, il faut éviter les déceptions. Pour ne pas être déçu, il faut savoir contre qui on se bat. Les États occidentaux ne sont pas juste impuissants ou dans l'inaction face à Israël. Ils sont complices d'Israël. Ils sont complices dans la colonisation et ils sont complices aujourd'hui dans le génocide. 30% des armes importées par Israël sont des armes allemandes, exportées par l'Allemagne. Et ils transitent par les différents ports et aéroports européens, notamment en Belgique, au port d'Anvers. Donc, le fait de se mobiliser et le fait qu'on s'est mobilisé, qu'on a mis la pression, aujourd'hui, on a imposé un embargo militaire contre Israël. Ça veut dire que ces armes ne peuvent plus passer par le port d'Anvers. Maintenant, il faut lutter pour que ça soit appliqué, que cet embargo soit appliqué. Parce que jusque-là, il y a encore des fuites. Le fait de comprendre que les États occidentaux ont un rôle actif dans la colonisation, dans le soutien à Israël, nous permet de ne pas être déçus. Et du coup, la moindre victoire qu'on va avoir contre eux, c'est une victoire qui nous donne l'espoir pour continuer la lutte. Et je pense qu'avec la pression, moi je suis persuadé qu'on va finir par avoir un boycott contre l'État d'Israël, qu'il soit au niveau économique, académique, culturel, et traiter Israël. C'est la prochaine question, en fait. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce qu'un boycott au niveau de la Belgique a vraiment un impact? Ça ne serait pas plus efficace si ça venait de toute l'Europe? Sûrement, ça serait plus efficace si ça vient de toute l'Europe, mais il faut bien commencer quelque part. Et là où on a la force de le faire commencer, il ne faut pas attendre que ça débute ailleurs. Donc si en Belgique, nous, on doit faire ce qu'on a à faire. En Belgique, on doit se mobiliser, on doit continuer le rapport de force pour imposer un boycott contre l'État d'Israël. Et les Français vont faire la même chose, et les Italiens vont faire la même chose, et ainsi de suite. Et celui qui arrive en premier à imposer le boycott dans son pays va ouvrir la porte pour les autres. Aujourd'hui, le fait que des pays européens commencent à reconnaître, par exemple l'Espagne a ouvert la voie sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais nous, ici en Belgique, à l'époque, on disait à l'État belge, vous vous cachez toujours derrière l'Union européenne, regardez, un pays de l'Union européenne a reconnu l'État de Palestine. Pourquoi vous ne le faites pas? Et c'est comme ça, la pression a fini par payer. Non, donc, il faut l'initiative. La première initiative, après, ça va après, quoi. Ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Et donc, la moindre victoire dans ce dossier est une victoire, est un pas en avant vers la libération de la Palestine. Donc, il faut toujours garder espoir. Et je termine par un exemple. La lutte contre l'apartheid a duré 17 ans à l'époque. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir la patience et que le combat doit se réaliser dans la durée. Et il ne faut pas être impatient, même si on doit tout faire pour que ça soit le plus vite possible. Mais si ça ne vient pas le plus vite possible, ça ne doit pas nous pousser à baisser les bras. Il faut continuer le combat. Et le meilleur exemple, c'est le peuple palestinien qui lutte depuis 76 ans et n'a toujours pas perdu espoir. Donc nous, on doit sûrement maintenir ce flambeau et ne pas perdre espoir non plus. Merci encore, Nabil et Salah, d'être venus partager ce moment à Studio Facto. Et pour ceux qui veulent plus de contenu comme ça sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à Facto sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Pour changer le monde, il faut tout d'abord le comprendre. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Facto. Alors si aussi toi, tu veux changer les choses, rejoins Facto, le média marxiste du PTB.